Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une vidéo un peu particulière que j'aimerais bien faire comme une sorte de série sur ma chaîne. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est un peu, comment dire, un peu... j'essaie quelque chose de nouveau, on va dire. Et du coup, je voulais vous parler des ouvrages que je regrette d'avoir achetés. Parce qu'il faut savoir que du coup, j'ai travaillé en bibliothèque, donc il y a beaucoup de livres que j'emprunte à la bibliothèque. Moins maintenant, parce que les horaires ne correspondent plus du tout à mes horaires de travail, malheureusement, parce que je travaille ailleurs. Mais j'essaye de conserver un rythme d'achat relativement peu soutenu, en tout cas par rapport à ma vitesse de lecture, etc. Et malheureusement, parfois, on se plante, même si on réfléchit beaucoup aux livres qu'on a. Et donc, c'est avec ce petit thé de Noël, j'avais quand même envie de vous montrer ma tasse parce que je l'aime trop. Donc, c'est dit It's the most wonderful time of the year. Donc, il faut savoir que moi, à partir de mi-octobre, là on est mi-novembre, à partir de mi-octobre, pour moi, c'est Noël. Donc, donc voilà, c'est une petite tasse avec une petite verveine. Et donc, avec ma petite verveine, je vous propose de passer en revue quelques ouvrages que je regrette fortement d'avoir achetés ou pris dans des boîtes à livres, etc. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, pour peut-être vous encourager vous aussi à réfléchir sur vos achats et sur, comment dire, euh, vos habitudes d'achat, parce que je trouve que c'est assez intéressant et ça permet parfois de ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc le premier, c'est un ouvrage qui s'appelle La famille Mandible 2029-2047. Donc c'est une dystopie. Donc l'Amérique s'est effondrée et on a une famille qui se massacre ou je sais plus quoi pour l'héritage globalement. En fait, je n'aime plus ce genre de dystopie, donc c'est aux éditions Pocket. Je n'aime plus les histoires de famille en général. Je trouve qu'on tourne vite en rond, il y a un peu toujours les mêmes types de personnages. Donc, montrer le pire de l'humanité, c'est plus ce qui m'intéresse, parce que je trouve que dans la vraie vie, on y est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai commencé à le lire, je voulais même pas présenter en fait en chronique parce que vraiment j'ai pas aimé, c'était pas intéressant, j'avais l'impression de relire une énième dystopie sans intérêt. Donc ça me fait rire parce que je vois comme commentaire de Hubert Prolongeau de Télérama, tous les personnages sonnent juste, justement moi je trouvais que tous les personnages sonnaient très faux. Donc voilà. Donc là, l'erreur que j'ai faite, en sachant déjà à l'époque que je n'aimais plus trop les dystopies, sauf la dystopie jeunesse ou certains types de dystopies un peu fantasy, etc., c'est de quand même l'acheter en me disant, c'est le genre de livre que tu adorais, il va forcément te plaire. En l'occurrence, non, parce que j'ai changé mes goûts. Donc voilà, donc ça va partir, je pense, dans une boîte à livres. Ensuite, autre regret que j'ai trouvé cette fois dans une boîte à livres. Donc il s'agit de Jörn Riel, les racontars arctiques. Donc c'est les racontars de chasseurs-trappeurs, curés d'enfer ou écrivains sans crayon, tous amoureux de cette être cruellement absent de la banquise, la femme. Je ne l'ai jamais lu en fait, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Donc vous voyez, édition 10-18, je l'ai trouvé dans une boîte à livres, je me suis dit, ah tiens, pour Noël, etc. Je crois que j'ai trouvé l'année dernière dans une boîte à livres. Au final, c'est pas du tout quelque chose qui me tente. Et du coup, c'est un peu bête, parce qu'au final, je le lirai jamais. Donc, je vais le remettre dans la boîte à livres, sûrement avec la famille Mondible, du coup. Et c'est dommage, mais bon, c'est... Donc aussi, là, en l'occurrence, mon erreur, si on veut un peu analyser à chaque fois pourquoi je regrette ces livres, mon erreur là, c'est d'avoir pris quelque chose qui était gratuit et du coup d'avoir eu envie de le prendre sans vraiment réfléchir si c'est quelque chose qui m'intéresse véritablement. C'est un peu dommage, vous l'avouerez quand même. Ensuite, on va passer à Dictionnaire de la mythologie de Joël Schmitt, grec et romaine, aux éditions Larousse. Donc la question fameuse des dictionnaires quand vous êtes étudiante et étudiant en lettres.
Donc un livre de légende et de référence. Donc Joël Schmidt est écrivain, historien et journaliste, et éminent spécialiste de l'histoire antique. En soi, il est pas mal, dans le sens où je l'ai utilisé quelques fois. Le problème, c'est que quand vous regardez une page, vous voyez, il n'y a pas de référence de bas de page. Il n'y a pas de référence à d'autres articles pour aller plus loin. Et dans un dictionnaire universitaire, vous attendez à avoir des références, parce que par exemple, si vous vous intéressez à Hélios, c'est intéressant de savoir dans quel texte antique vous retrouvez Hélios, et quels articles vous pouvez consulter pour développer les différentes versions du mythe, etc. etc. Ce n'est pas le cas là, donc en fait il ne m'est plus utile après la première année d'université. Je ne sais pas pourquoi je le garde, je crois par nostalgie de mes premières années. Mais faites un peu attention parce que ce genre de dictionnaire, etc., c'est très à la mode, surtout en cette période pour les cadeaux de Noël. Mais déjà, faites attention à qui, excusez-moi, faites attention à qui l'écrit. En l'occurrence, Joël Schmidt, c'est pas non plus la référence en antiquité. Donc parfois, acheter quelque chose d'un peu plus cher, mais plus qualitatif, ce serait plus utile que quelque chose où au final vous ne pouvez pas utiliser parce qu'il n'est pas pertinent pour vos études. Donc voilà, c'est quand même un regret, mais je vais le garder parce que je suis assez, comment dire, nostalgique. Ensuite, autre livre, c'est Cogito de Victor Dixon. Alors moi, Victor Dixon, je connais depuis très longtemps, mais je n'ai pas lu ses derniers ouvrages, à part Cogito, donc qui était une histoire assez intéressante, un huis clos sur une île avec toute une intrigue, etc. En fait, j'aime beaucoup Dixon, la couverture est belle. Maintenant, il s'est très bien implanté sur le paysage de la littérature jeunesse française, donc c'est vraiment chouette parce qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Et petite anecdote, je suis dans ses remerciements dans un de ses livres. Je vous dirai pas lequel, mais du coup, voilà. Donc j'étais très fan de Dixon, j'aime toujours bien ce qu'il fait, j'ai juste pas très envie de lire Vampiria, parce que les histoires de vampires à la cour de Versailles, bon, je pense qu'on avait le tour. Toujours est-il, en fait j'aime bien Dixon, mais j'ai jamais besoin de le relire, donc en fait c'est très bête d'avoir acheté ce livre, sachant que c'est un grand format, qu'il est sorti en poche, enfin, qui sort toujours en poche parce que c'est un ouvrage qui a du succès, et du coup j'ai dépensé de l'argent pour un livre que je ne vais pas relire, parce que je me connais et je sais très bien que je ne relis jamais Dixon. C'est dommage, c'est vraiment dommage, et c'était un peu bête. Mais j'ai passé un très bon moment en lecture, donc je vais pas non plus dire que ça ne valait pas la peine, c'est juste que c'est un peu dommage. Ensuite, J.R.R. Martin, Le Trône de Fer. Donc le premier tome, mais j'aurais pu prendre tous les tomes que j'ai. Alors, aux éditions, j'ai lu. Pourquoi? Premièrement, parce que je crois que c'est la 6e ou 7e fois que je recommence et que je m'arrête au tome 4 ou 3, je sais plus. Mais il y a toujours un moment où j'arrête. C'est toujours à peu près le même endroit. Je sais que c'est un moment donné où on est à Dorne. Donc bon, j'ai jamais réussi à finir. Je pense que je finirai jamais. J'avais très envie de lire le A Dance on Fire and Blood, mais je crois que ce sera pareil. Et apparemment, l'écriture est très différente du Trône de Fer, donc à mon avis, ça va pas me plaire. Donc bon, je n'essaie même pas. Mais en fait, c'est surtout que on les trouve partout, dans toutes les bibliothèques, dans toutes les boîtes à livres. Et en plus, c'est tellement, tellement, tellement vu et revu que vous les trouvez facilement. Il n'y a pas 6 mois d'attente pour l'avoir à la bibliothèque. Donc c'est stupide, dans le sens où j'aurais pu déjà lire à la bibliothèque, voir que je m'arrête au tome 3, et du coup ne pas tous les acheter, parce que j'étais très emballée. Le tome 1 m'emballe toujours énormément, je crois que c'est mon préféré du Trône de Fer, mais les autres beaucoup moins. Donc en fait j'aurais pu découvrir à partir du tome 2 que ça m'intéressait moins, et ne pas dépenser de l'argent pour ça. Après, c'est un ouvrage que je sais que je passerai potentiellement à mes enfants ou à mes neveux. Ou... Voilà, c'est un ouvrage que j'aurais plaisir à garder quand même et à transmettre parce que je pense que c'est un pilier de la fantasy aujourd'hui. On ne peut plus vraiment parler de fantasy sans mentionner à un moment donné J.R.R. Martin. Donc voilà, on va dire que c'est une déception en demi-teinte. Mais bon, je trouve que j'aurais dû commencer par les lire à la bibliothèque. Donc quand vous n'êtes pas sûr, commencez par lire à la bibliothèque, je vous en prie. Ensuite, il s'agit, pour terminer ce petit tour de mes regrets, conseils.
Le premier, qui est très poussiéreux, vous m'excuserez, c'est Païens et chrétiens dans un âge d'angoisse, aspect de l'expérience religieuse de Marc Aurèle à Constantin d'Eric Robertson Dodds. Donc aux éditions Les Belles Lettres. Alors pourquoi? C'est un livre qu'on m'a conseillé pour mes études et en première année, on m'a dit qu'il était essentiel et donc je l'ai acheté. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose qui s'est passée pour cet ouvrage, donc Les Français et l'Ancien Régime, la société et l'État, de Pierre Goubert et Rachel Roche et Daniel Roche aux éditions Armand Collin. On m'a dit c'est essentiel, il faut l'acheter, donc je l'ai acheté. Et il y a toute une série de livres comme ça que j'ai acheté. Autant certains m'ont été utiles et je continue à les utiliser assez régulièrement, autant ces deux-là, je ne les ai jamais ouverts. Et on se retrouve 6 ans après le début de mes études, donc jamais ouvert. C'est dommage, parce que celui-ci coûte 25 €, et celui-ci, le prix n'est pas indiqué, mais je crois bien l'avoir payé 40 €, parce qu'il était, disponible seulement comment on appelle ça, d'occasion sur internet, et en plus c'est un livre assez rare, assez demandé, donc il était assez cher. Petit conseil que je peux vous donner, vraiment, si vous avez des livres à acheter à l'université, et si vous êtes en lettres, je ne parle pas de droit où je pense que vous êtes obligé d'acheter le code civil, etc., etc. En lettres, la majorité des profs vont avoir tendance à vous dire achetez tel ou tel livre. Mais en réalité, vous n'en avez pas besoin. Regardez déjà s'il n'est pas à la bibliothèque. Si à la bibliothèque, quand vous le lisez, vous avez l'impression que c'est un livre essentiel pour vous, achetez-le volontiers. S'il y a certains livres qui vous font envie, achetez-les volontiers. Mais ne faites pas mon erreur, qui a été l'erreur que tous mes camarades ont fait parce qu'on a eu les mêmes profs. Donc bon, voilà. On s'est ruiné en livres pour rien. Donc maintenant, j'essaye quand même de les utiliser pour qu'ils servent à quelque chose et que ma mère n'ait pas dépensé cet argent pour rien. Mais n'empêche que c'est un crève-cœur. Du coup, c'est des livres que je ne vais pas vendre, que je vais garder parce que c'est des périodes de l'histoire de ma scolarité. Mais depuis, j'achète très très peu de livres pour l'université. C'est pas trop le cas en master parce que je sais précisément ce que je veux. Je connais déjà les autrices et auteurs la plupart du temps. Et je sais que si j'achète un livre, c'est qu'il me sera utile dans la suite de mes études. Donc c'est différent. En bachelor, vous n'avez malheureusement pas encore notion de qu'est-ce qui va vous être utile ou pas. Donc ça ne sert à rien de faire des achats. Prenez tout à la bibliothèque, honnêtement, vous n'avez besoin de presque rien. À la limite 1 ou 2 livres par cours, si vraiment. Mais ne faites pas comme moi, j'en ai acheté 20 pour un cours, parce qu'il y avait un prof en particulier qui nous demandait de tout acheter. Et ça ne m'a servi à rien. Donc voilà, et puis j'ai même pas choisi sa question à l'examen, donc en fait, bon, bref. J'ai même pas eu besoin des livres pour préparer l'examen, c'est dire. Donc voilà, petit conseil, quand on vous dit d'acheter quelque chose, réfléchissez toujours à 2 fois. En général, vous allez voir que vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos pires déceptions. Qu'est-ce que vous faites pour éviter ce genre de situation? Comment vous faites en fait pour gérer vos achats livresques? Et qu'est-ce qui vous fait ou pas acheter un livre et regretter ou pas d'avoir acheté un livre? Ça m'intéresse beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!